Le Sonner, vous, votre propos, c'est exercice médical et colloque singulier par rapport à ces nouvelles technologies, que reste-t-il? Vous êtes un peu inquiète sur le colloque singulier. Vous allez nous dire. Enfin, oui. Donc je vais poser ce micro. Je pense que les autres marchent. C'est bon. Voilà. Vous voyez, les comme URPS quoi, sont favorisés. quand on est médecin, c'est aussi se servir de tous ces systèmes-là. Il n'y a aucun problème et c'est tout de suite. Et on a intérêt d'ailleurs parce que nos patients, si on n'intervient pas tout de suite, en moins de 3 minutes, ils sont morts. Donc c'était surtout un témoignage. Alors, c'est vrai que je fais partie de la CNURPS et que quand on a défini les tables rondes, moi j'ai dit mais attendez, le numérique et tout, on est quand même des médecins, on est quand même... Enfin, faut pas faire une médecine sans médecin, faut arrêter de vouloir tout gérer sans automatiquement la présence du patient et notre présence à nous. Donc voilà, j'ai tenu à, effectivement, on m'a demandé mon témoignage et je vais vous le donner. Donc ça va être en 3 parties, hein, pour le médecin, le patient et l'avenir, donc ce sont les étudiants. Alors sans être, je ne fais pas de me mettre en avant, mais c'est simplement pour vous dire pourquoi je parle de ça et qui je suis. Donc en fait, j'ai fait médecine générale sans vouloir faire de spécialité, parce que pour moi, médecin généraliste, c'est une vocation, c'est s'occuper du patient dans sa globalité, c'est pouvoir prendre en charge toute une famille, je me revendique en tant que médecin de famille, pouvoir gérer jusqu'à 3, 4, 5 générations, puisque j'ai eu des possibilités d'avoir 5 générations. Et pour moi, c'est hyper important de pouvoir gérer ça, parce qu'effectivement, il y a des antécédents qui sont connus, il y a des choses qu'il faut dire, des choses qu'il ne faut pas dire, et ça, c'est hyper important. Et donc, c'est génial. J'ai eu la chance aussi de bénéficier d'un enseignement hospitalier, universitaire et libéral avec des maîtres, vraiment des maîtres humanistes, entre autres le professeur Groussin, qui était un médecin généraliste, qu'on était recherché pour être chef de service, enfin médecin interniste généraliste à cette époque-là, pour être chef de service de médecine interne, qui connaissait la sémiologie extraordinairement bien. J'ai eu d'autres, certains réanimateurs qui étaient aussi internistes. Et puis j'ai eu le bonheur de connaître aussi Claude Gevler, qui était le précurseur de l'HAD. Et pour lui, l'HAD, c'était de pouvoir sortir l'hôpital de ses murs pour pouvoir donner de l'humanisme à l'hospitalisation et de pouvoir mettre les choses à domicile. Et puis à l'Hospité-Salpêtrière, où j'ai fait le DU de médecine manuelle ostéopathie avec le docteur Tofaloni. Et tout ça, ce sont vraiment des gens qui ont une clinique extraordinaire. Et ça m'a permis effectivement de pouvoir partir sur cette volonté d'être toujours clinicienne. Donc je me suis installée en 1989, il y a quand même quelques années, en médecine libérale, parce que ça me donnait une autonomie, parce que ça me donnait à cette époque-là une certaine liberté que je revendique toujours et que je pratique toujours. Et en tant que médecin dans un cabinet, ce matin on entendait le mot isolé, je ne suis pas isolée, je suis en coordination avec d'autres professionnels de santé, même si c'est informel. Effectivement, les CPTS sont quelque chose qui vont formaliser ce qui existe déjà, c'est-à-dire notre propre pratique, qui correspond à plus de 90% quand même des médecins qui sont en médecine libérale. Alors j'ai eu besoin de compléter ma médecine initiale parce qu'en fait, je trouvais qu'en rhumatologie, en traumatologie, il me manquait des choses pour pouvoir aller au bout de ce que j'avais sous la main et au bout d'un traitement, puisque pour moi, effectivement, on ne faisait pas une médecine tout à fait adapté aux patients et que radio, anti-inflammatoire, infiltration, c'était un traitement du prêt-à-porter et que je trouvais chez chaque personne quelque chose de différent. Et donc j'ai passé le diplôme interuniversitaire de médecine manuelle ostéopathie à l'Hospité-Salpêtrière et j'appelle ça une médecine augmentée, c'est-à-dire que ce n'est pas une médecine connectée, c'est une médecine qui me permet d'apporter d'autres choses. Et en fait, il y a un médecin sur 12 en France qui est titulaire de ce diplôme-là. Et il y a énormément de gens qui ont fait des diplômes interuniversitaires qui ne sont absolument pas valorisés actuellement. Ça fait partie de notre évolution et ça devrait faire partie aussi d'une rémunération. Cette médecine manuelle, effectivement, est un pan entier de la médecine actuelle et elle est fondée sur la clinique et en particulier sur la sémiologie palpatoire, qui est la sémiologie palpatoire à la fois statique et dynamique. Et en fait, on n'apprend jamais la sémiologie dynamique palpatoire dans notre cursus médical. Et c'est quelque chose qui est très, très important. Et ça permet aussi un interrogatoire un petit peu différent de la médecine générale, qui est totalement adapté. Et puis tout ça, ça me fait presque 30 ans de bouteille. Hein. C'est vrai que ça commence à faire.
Et on m'a demandé d'enseigner à la Pitié-Salpêtrière, au DU de médecine manuelle, ce que j'ai accepté volontiers pour pouvoir transmettre ce que je connais. J'ai aussi des externes, moi, qui viennent me voir. Avec les stages d'externes dans le centre, on a de la chance d'avoir cette possibilité que tous nos externes fassent des stages, 1 ou 2 stages en médecine libérale, ce qui est important puisque en fait, ça leur fait connaître le milieu hospitalier, le milieu libéral, alors qu'ils sont élevés en stabulation hospitalière, là, avec le milieu hospitalier. Et puis, cette volonté aussi, puisque ces étudiants-là se disaient mais nous aussi, on veut apprendre à palper, on a fait médecine pour être au contact du patient et pas être là à demander des radios, des IRM, des choses qui ne sont pas du tout au contact du patient, et on veut savoir ça. Donc en fait, on a réussi, je me suis battue, j'ai fait toutes des démarches pour pouvoir obtenir l'intégration dans le cursus initial de la Pitié-Salpêtrière, dans le module des médecines alternatives et complémentaires, de pouvoir faire un cours des cours magistraux. Et cette année, on a la possibilité d'enseigner 20 heures de travaux dirigés et des travaux pratiques par petits groupes de 10 aux étudiants qui sont enthousiastes et qui sont vraiment très contents, et je vous en parlerai un petit peu après. Voilà, j'étais un peu longue, mais c'est pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, de la part du médecin, qu'est-ce que c'est que le colloque singulier? En fait, pour moi, c'est l'essence même de la médecine, donc telle que je le conçois et je la pratique depuis 30 ans. C'est une médecine la plus efficiente et la plus humaine. Et cette dimension de médecine manuelle ostéopathie, c'est le toucher. Et en fait, on n'y pense pas, mais c'est vrai que quand vous êtes avec votre patient, vous le touchez et vous n'avez pas l'impact que ce toucher peut avoir sur lui. Et c'est vrai que la médecine manuelle, c'est hyper important. C'est essentiel, puisqu'effectivement, il y a une espèce de lâcher-prise pour pouvoir le prendre en charge en médecine manuelle, et qui non seulement permet d'avoir un lâcher-prise physique qui vous permet de traiter physiquement votre patient, mais en même temps, il se produit effectivement un espèce souvent de lâcher-prise psychologique qui est volontaire ou involontaire et qui permet une prise en charge par le patient lui-même aussi. Parce que ça, on n'en parle jamais. On demande toujours que ce soit les praticiens qui prennent en charge ou l'équipe qui prennent en charge le patient, mais il faut que le patient apprenne à se prendre en charge. Et effectivement, c'est important. Effectivement, cette médecine connectée permet aussi aux patients de pouvoir se prendre en charge ou d'avoir l'impression de se prendre en charge. Donc, on n'est pas médecin. Tout à l'heure, j'entendais qu'on disait, bah oui, il faut aussi que le médecin apprenne la nouveauté de tout ce qui est informatique, tout ce qui est innovateur. On n'est pas médecin, on le devient. Et comment on le devient? C'est grâce au colloque singulier, grâce à nos patients, grâce à l'échange qu'on peut avoir avec eux. Et c'est la plus enrichissante et la plus formatrice de toute cette pratique médicale. Et c'est ce qui construit notre expérience actuellement. Et en même temps, cette expérience n'est absolument pas valorisée. Pour moi, le colloque singulier, c'est voir le patient. Et j'ai mis voir entre guillemets, parce que voir, c'est le voir, le toucher, l'examiner, lui poser des questions. Parce que le patient, en fait, c'est quelqu'un d'unique. Et on le voit dans sa globalité, on le voit dans son habitus. Et puis en même temps, le patient, c'est quoi? C'est le regard du miroir, c'est tel que vous le voyez, vous, à travers vos yeux, tel que vous voyez peut-être à travers sa pathologie, tel que vous existez aussi. Et c'est aussi savoir avoir la bonne distance au bon moment, c'est-à-dire ne pas être trop proche quand il faudrait que vous preniez un peu de distance et pas être trop loin quand il a besoin de vous. Et puis c'est l'humilité, c'est-à-dire que soyons humbles, il ne faut pas se prendre pour Dieu, on ne guérira pas tout le monde, mais si on leur apporte quelque chose déjà, ne serait-ce qu'un soutien psychologique et puis un regard et une aide, ça sera déjà bien. C'est une remise en cause de soi. C'est pour ça aussi qu'on voit des gens qui ont du mal un petit peu à se remettre en cause et à vouloir s'investir un petit peu auprès de leurs patients. Et puis, c'est le non-jugement. Ça, c'est très important. On ne juge pas nos patients. Et puis, c'est avoir des échanges, c'est avoir un long compagnonnage, que ce soit dans l'apprentissage, la pratique, la formation ou bien l'enseignement, puisqu'en fait, on apprend et on pratique avec nos pairs pendant nos études. On apprend et on pratique avec nos patients, avec nos étudiants quand on fait de l'enseignement, et c'est pour partager et transmettre nos connaissances et surtout donner une autonomie à chacun. C'est-à-dire que quand on est enseignant, on donnera une autonomie à nos étudiants. Quand on était étudiant, on nous a donné une autonomie possible et pouvoir l'améliorer. Et puis surtout à nos patients aussi, c'est de pouvoir leur apprendre à se prendre en charge, leur donner toutes les possibilités pour pouvoir le faire, et ça c'est quelque chose d'important. Donc l'exercice médical, ça nécessite toujours une formation continue et ça on en a bien conscience pour apprendre, pratiquer, transmettre. Et c'est quelque chose d'évolutif et la médecine actuelle, avec tout ce qui est connecté, en fait partie.
Alors le problème un petit peu, on en a parlé tout à l'heure, c'est que le colloque singulier privilégie la clinique, privilégie des adaptations d'explications, et qu'en fait ça prend du temps, et ce temps n'est absolument pas valorisé, rémunéré à sa juste valeur par la caisse. En fait, on a créé une CCM technique pour faire plein de techniques, on est en train de vouloir faire de la télémédecine, on est en train de leur donner une valeur, mais il n'y a pas de valeur pour la clinique, il n'y a pas de valeur pour le temps intellectuel, il n'y a pas de valeur pour l'écoute, alors que c'est ce qui est le plus important. Et c'est d'autant plus important, et M. Revel est parti, mais je lui le dis souvent, c'est que c'est très regrettable de ne pas avoir cette rémunération par rapport à l'acte clinique, c'est qu'en fait c'est une source d'économie importante, tant sur le plan médicamenteux que sur le plan des examens complémentaires. Donc le colloque singulier rime avec respect. Oui, le respect du patient, le respect de soi-même, le respect de tout le monde, le respect du secret médical, le respect de ce qu'on nous a dit, le respect de l'intime du patient, le respect de son unicité, le respect aussi de sa globalité, et puis le respect aussi de son examen et de son corps et de sa tête. Donc ce colloque singulier n'est pas si singulier que ça, puisque c'est un duo. C'est un duo qui est fait avec une confiance mutuelle et une confiance partagée. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'échange. Et ça, c'est quelque chose d'important, puisqu'en fait, le patient est à la fois consultant et consulté, et c'est mutuel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun paternalisme, il n'y a aucune hiérarchisation, chacun amène à l'autre. Et c'est ça qu'il faut surtout prendre en compte. Est-ce que les nouvelles technologies vous font peur? Parce que c'est la question, en fait. En fait, les nouvelles technologies, j'y arrive, c'est qu'en fait, ces fameuses connaissances, non, j'explique le pourquoi du comment, effectivement, toutes ces connaissances, en fait, sont complémentaires. C'est-à-dire que ça fait partie de la complémentarité, mais il faut d'abord faire un examen clinique, il faut d'abord avoir ce colloque singulier, et ensuite pouvoir mettre des objets connectés, et pouvoir les expliquer, et pouvoir éventuellement le dire de pourquoi du comment, mais que ça soit un consentement éclairé du patient, et puis une connaissance. Ça, c'est certain. Parce qu'effectivement, moi qui fais de l'ostéopathie, rien ne remplacera le palpé ni le toucher. Et actuellement, il n'y a aucune connaissance technique qui fait qu'en fait, on peut avoir une machine qui remplace l'homme. Et effectivement, rien ne remplacera l'œil. L'œil pour la vue, parce qu'il y a des échanges non-verbaux, il y a aussi une posture. On voit les gens agressifs qui ont une certaine posture, les gens qui sont sur la défensive en ont une autre. Sur le mouvement, le regard, le recul, la main avec le toucher, avec l'examen palpatoire. Le nez avec l'odeur d'une plaie, pour voir si c'est certaines pathologies qu'on arrive bien à connaître, certains microbes qu'on arrive à sentir, une haleine, avec un diabétique qui peut avoir effectivement une haleine particulière, et l'oreille avec l'écoute, le bruit, mais exactement, mais aussi le silence. Et ça, c'est important d'avoir un silence parce qu'effectivement, on n'est pas en permanence dans la vie du patient, mais on est toujours à ses côtés. On est pris un petit peu par le temps, parce que Jacques Lucas a un train, il me fait des gros yeux. Ouais, l'ordre nous fait défaut. Si vous pouvez un petit peu accélérer. Oui, donc en fait... Je sais bien que c'est important, mais... Bah oui, c'est pas grave. J'avais 30 slides au départ, j'en ai mis 5. On vous en remercie. Donc en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on ne soigne pas une radio, on soigne un être humain, on ne soigne pas une IRM, une ligne biologique, et qu'actuellement on fait attention parce qu'effectivement on a tendance à avoir des diagnostics à distance d'une radio sans voir même le patient, et ça pour nous c'est très important, et c'est quand même déplorable. Alors pour le patient en fait c'est un être humain, donc je disais unique et complexe, et qu'en fait on ne faut pas dissocier le corps et la tête, c'est-à-dire que c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'on essaie de créer des mémoires là, avec le DMP, avec tout ça, et en fait, le patient, il a une mémoire vive, mais il a une mémoire qui se déforme et qui se modifie. Et si un jour on greffait une clé USB sur une mémoire d'être humain, il deviendrait fou. Il deviendrait fou parce qu'en fait, sa propre mémoire, il l'a modifiée. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est ça aussi qu'il faut faire très attention, c'est de ne pas rendre inhumain quelqu'un qui est humain. Et la tête peut oublier, mais le corps n'oublie pas. On le retrouve en ostéo. On a plein de douleurs qui sont psychosomatiques et qui ne sont pas du tout gérables ni abordables par rapport à un problème qui se voit. Et l'histoire du patient est unique. Et c'est vrai que l'intérêt aussi d'avoir ce colloque singulier, c'est qu'il y a des moments où
je raconte toujours, c'est l'huître qui s'ouvre pour laisser un mot, pour laisser un passage. Et grâce à ce mot, grâce à ce message, on obtient le bon diagnostic et ça, c'est hyper important. Voilà, donc en fait, ça, c'est pour le patient. Et puis, je voulais quand même parler des étudiants en médecine. Une minute pour les étudiants en médecine? C'est dur. Oui, surtout, bon, il y en a quand même pour beaucoup plus parler dans le truc précédent, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que ça gêne de parler du colloque singulier là, mais nous, à la Pitié-Salpêtrière, donc depuis le 2009, on a créé ce fameux cursus initial, et c'est très, très, très demandé, puisqu'en fait, on est obligé de refuser des étudiants, et ça, c'est un grand dommage, et ça va venir pour les années futures. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la formation hospitalière est trop hospitalo-centrée, elle est trop sur le curatif, trop sur les armoires à pharmacie et les blocs opératoires, et les étudiants, ils veulent du concret, ils veulent être plus près du patient, ils veulent être dans la prévention, ils veulent être dans le contact. Donc à Dijon, ça s'est fait aussi depuis 2005. Alors ils commencent dès la seconde année, nous c'est en 4e, et ça fait 10 ans. Et en fait, les étudiants qui ont fait ça se sont beaucoup plus orientés vers la médecine générale, et ils considèrent effectivement que ça les aide beaucoup. Et quelque part, c'est quand même une demande des étudiants de pouvoir encore avoir ce colloque singulier, qu'on leur redonne cette possibilité qui actuellement est un peu tuée, aussi bien par la CCAM et donc la Caisse que par la formation hospitalière. Et donc, en conclusion, que reste-t-il de ce colloque singulier? J'ai marqué qu'il est plus que d'actualité sur le terrain, parce que dans les cabinets médicaux, dans les chaumières et dans les facultés de médecine, c'est le côté humaniste et intime qui prime. Et ça vient du terrain. Parce qu'on peut opposer ça avec la médecine qui devient une marchandise, que les patients soient des usagers. Ça me gêne beaucoup qu'on parle d'usagers de soins, qu'ils deviennent des clients, des adhérents, tous identiques, et qu'on fasse d'eux, en fait, simplement qu'on les mette dans des boîtes parce qu'ils sont diabétiques, insulinodépendants, ou qu'ils sont autistes, ou qu'ils sont autres, et qu'on ne se rende pas compte qu'ils ont bien d'autres problèmes ou bien d'autres choses derrière, et qu'on les mette dans des protocoles, qu'on fasse tout en technique et que ça soit en fait mu par un souffle financier et un souffle politique. Donc le colloque singulier est bien vivant, il est transmissible et on voit que son avenir est assuré, il continuera grâce et avec les nouvelles technologies qui viennent en complémentarité de la clinique, mais qui ne pourront jamais remplacer. Donc le gain est quoi? Et pour le patient, pour le praticien et pour la société, avec une prise en charge vraiment personnalisée et efficiente. Et j'ai marqué que le colloque singulier, c'est l'avenir du pluriel et c'est un gain pour tous. Merci beaucoup.